Alors non, évidemment, la question est super polarisée, donc forcément, il y a des moments où c'est pas le cas. Et je vais essayer de nuancer dans cette vidéo justement les cas de figure où ça fonctionne pas, ou alors ça fonctionne mais on s'en rend pas compte et ça fonctionne avec un retard. Et ouais, j'ai vraiment envie d'adresser cette question-là parce que ce qu'il y a derrière cette question, c'est une crainte. Évidemment, quand on investit du temps et de l'argent, on espère et on a envie de résultats, et c'est complètement légitime. Et du coup, j'aimerais répondre à cette question avec mon vécu personnel. Et je vais y répondre en 2 temps. Il y a une première réponse qui est qu'en fait, parfois, la séance d'hypnose, elle fonctionne pas du tout. Parce qu'aussi, la technique de l'hypnotiseur en face n'est pas adaptée. Le rapport n'est pas forcément ajusté. Ou, ouais, clairement, la personne qui a ciblé le problème, donc l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, n'a pas assez bien pris l'information à la base, n'a pas pris tous les... Alors c'est même pas toutes les infos en compte, c'est surtout les plus pertinentes, pour adresser le problème, le cœur du problème, entre guillemets, ou ce qui se joue le plus pour la personne. Je vais donner des exemples. Quand je parle de technique qui n'est pas adaptée, j'ai un exemple récent là de quelqu'un que je connais qui m'a dit que la personne faisait beaucoup de métaphores. Donc en fait, la séance d'hypnose se déroule et elle, en fait, elle est en réception. Donc elle écoute les suggestions de l'hypnothérapeute. Et il se trouve que cette hypnothérapeute-là, en fait, fait beaucoup de métaphores. Des métaphores, par exemple, c'est un problème de sommeil qu'elle a, et elle lui parle de l'horloge qui fait tic-tac. Et elle utilise en fait cet effet-là dans le but de créer une lassitude qui donne envie de dormir ou quelque chose de berçant. Il se trouve que pour la personne que je connais, l'horloge et le temps en particulier, c'est un agent stressant, en fait, dans le moment où elle fait une insomnie. C'est-à-dire que si on lui fait penser à une horloge et au temps, elle, dans sa tête, ce qui se passe, c'est que ça lui rappelle les moments où elle regarde son portable, qu'elle voit l'heure et qu'elle se dit « je suis toujours pas en train de dormir », en fait. Donc à ce moment-là, c'est typiquement contre-productif pour elle, parce que quand on lui dit ça en état d'hypnose, ça va générer l'émotion qui n'est pas celle qui est souhaitée par l'hypnothérapeute, ça va lui générer du stress, l'angoisse du temps qui passe, etc. L'angoisse de sentir qu'elle est en train de grignoter sur son temps de repos, alors qu'elle veut se reposer. Bref, ça fonctionne pas du coup. Dans ce cas-là précis, si l'hypnothérapeute il n'a pas assez d'infos sur les associations d'idées de la personne, etc., etc., il peut complètement foirer sa séance, si on veut. Je grossis un peu, hein, parce qu'il y a sûrement des bonnes choses qui ont été prises de ci, de là dans ce qu'elle a dit, cette hypnothérapeute. Mais en tout cas, quelqu'un qui va faire beaucoup de métaphores qui ne sont pas celles de la personne qui est hypnotisée, qui ne sont pas de son imaginaire ou qui ne sont pas appropriées, encourt le risque, en fait, que pour la personne, ça ne fonctionne pas. Un autre exemple, si on continue un peu là-dedans, faire des métaphores imagées. Pour quelqu'un qui, par exemple, n'est pas du tout visuel, je pense à mon cas, là, pour le coup, si on me propose de me visualiser sur des chemins, sur un endroit que j'aime bien, sur quelque chose comme ça, rarement ça prend, très rarement, et en plus, c'est rarement quand c'est amené de cette manière-là. Donc des fois, j'ai du visuel et j'arrive même pas à déterminer rétrospectivement qu'est-ce qui a fait dans ces séances-là que j'ai eu du visuel. En tout cas, si on me le propose, en général, ça marche pas. En général, je me visualise pas à l'endroit souhaité. Si on me propose à la limite, je vais avoir les sensations kinesthésiques, peut-être, mais tout le côté visuel va pas se déployer, va pas s'augmenter. Le problème avec ça, c'est que si quelqu'un te suggère quelque chose qui prend pas, en fait, pour toi, là où si ça prenait, tu t'auto-confirmes qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se créer dans ton imaginaire et donc tu t'auto-confirmes que la suggestion passe, ce qui a tendance à créer encore plus d'effets hypnotiques et encore plus de transe. Si ça prend pas, tu vas au contraire avoir un signal dans ta tête qui va te dire « ben non, j'ai rien, j'ai pas d'image qui vient ». Et pour peu que l'hypnothérapeute ne capte pas qu'en fait, ou ne prenne pas l'info, parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui parlent, et qui ne vérifient jamais en fait, ou très peu, que la personne les suit, que la personne est bien avec eux à ce moment-là, que les suggestions passent en fait.
Donc dans ces moments-là, la personne hypnotisée, si elle ne dit rien, parce qu'on ne lui a pas précisé avant, en début de séance, que si elle voulait, elle pouvait parler, elle pouvait communiquer, elle pouvait dire s'il y a un inconfort, s'il y a quelque chose comme ça, bah, la personne, elle va juste se dire, bon, peut-être que ça va marcher. Donc elle va avoir son dialogue interne qui se dit, bon, il se passe pas grand-chose pour moi, mais bon, allez, j'attends de voir, si ça se trouve, ça va marcher. Et en fait, elle peut passer toute la séance à se dire, ouais, bof, à commenter en fait les suggestions qu'on lui envoie, parce que ça prend pas pour elle, à pas vraiment rentrer dedans, à être dans son dialogue interne, du coup, en l'occurrence, et donc passer à côté des effets hypnotiques qui sont suggérés, en fait. Et ça, clairement, la responsabilité, selon moi, elle n'est pas sur la personne qui est hypnotisée, elle est avant tout sur la personne qui hypnotise. Parce que c'est important de vérifier de temps en temps que la personne, elle est bien en train de suivre ce qui est proposé, en fait. Et donc, comme tu peux le constater aussi, ça déboulonne peut-être aussi un peu une idée reçue que quand on est en état d'hypnose, on n'est pas actif. Au contraire, on est vraiment actif. C'est de l'imagination active, en fait. Il y a un effet de perte d'agentivité, en fait, plus ça va, plus on est dans un état de réception. Donc, on laisse l'autre nous guider et on prend la suggestion et la suggestion agit. Mais il y a une forme d'activité qui se crée. Je pense encore à quelqu'un d'autre que je connais qui a fait une séance pour arrêter de fumer. La personne lui faisait beaucoup d'exercices de visualisation. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui marche le mieux pour cette personne-là. Mais en tout cas, ça n'a pas marché pour elle. En fait, elle était constamment en train de se poser des questions, se commenter en fait ce qui se passait. Donc elle était dans son propre dialogue interne. On pourrait même presque dire dans sa propre auto-hypnose. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est en train de se parler à nous-mêmes, c'est une forme d'auto-hypnose. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est tout un sujet et c'est très intéressant de comprendre ce truc-là. Il y a aussi cet autre cas de figure où on est dans un travail assez long sur une problématique assez complexe. Par exemple, la confiance en soi, pour donner un exemple. Et on va faire une séance. Et en fait, après coup, on aura l'impression que il ne s'est pas passé grand-chose, dans le sens où ce qu'on observe dans notre vie, dans des situations, par exemple, qu'on a ciblées dans le moment où on parle avec le thérapeute, en début de séance, en fait, on expose son problème, on dit, par exemple, j'ai un problème de confiance en moi. Comme c'est très large, le thérapeute, il va demander, ok, à quel endroit ça te pose le plus problème? Imaginons que la personne dise, ça me pose le plus problème quand je suis dans une situation d'examen où je dois performer là je ressens beaucoup de stress un examen oral par exemple. La séance va être ciblée sur cette problématique-là et peut-être que la personne ne va pas voir un effet direct en fait après la séance. C'est-à-dire qu'elle va avoir toujours du stress, et en fait, parfois, il y a des séances qui mettent du temps à agir parce que la problématique est vaste, parce qu'il y a plusieurs étapes dans ce travail-là particulier et qu'on a poussé un domino qui a poussé d'autres dominos, mais c'est des effets qui ne sont pas forcément perceptibles tout de suite. Et ce sera peut-être la deuxième séance qui traitera peut-être d'un autre sujet, mais qui sera connecté à celui-là, qui va faire la différence en fait. Si je prends un exemple d'une autre séance qui pourrait être connectée à ce sujet-là, ça pourrait être une séance sur de la régulation émotionnelle. La personne vient en disant j'ai un problème, mes émotions débordent et ça me submerge. Donc là, la personne, en fait, elle parle plus de confiance en elle à cet endroit-là. Elle revient avec presque une problématique encore pire, c'est qu'en fait, elle est en train de dire j'arrive pas à avoir de contrôle sur mon émotion, je me retrouve complètement bouffée par le truc, je perds mes moyens, etc. Et elle parle peut-être d'un autre contexte que celui des examens. Elle parle peut-être d'un contexte relationnel, par exemple. La séance va traiter sur comment cette personne-là peut, par un jeu de l'esprit, de l'imaginaire, etc., venir moduler en fait sa réponse émotionnelle. Je vais donner un petit élément de réponse, ça pourrait être en mettant du temps dans la réaction, c'est-à-dire en ralentissant ce qui se passe au niveau cérébral à cet endroit-là, quand elle est déclenchée par l'événement stressant. Je passe les détails de comment ça pourrait se passer, mais on peut jouer sur la temporalité en fait
dans l'état d'hypnose. Et donc, la personne, elle va venir pour ça dans un contexte où c'était relationnel pour elle. C'était par exemple avec une personne même en particulier. Il se trouve que là, la séance va donner quelque chose. Elle va voir qu'elle arrive mieux en fait à se réguler avec cette personne-là. Elle va surtout regarder avec cette personne-là en fait. Et puis en fait, il se trouve que bizarrement, quand elle passe un oral après, quelques mois plus tard, c'est pas pareil en fait. C'est plus comme avant. Et pourtant, elle peut avoir l'impression que la séance qu'elle avait faite là-dessus n'avait pas marché. Donc tu vois un peu le lien, c'est-à-dire que souvent on travaille quelque chose, cette chose-là est liée à un contexte. Traiter cette chose-là permet de gérer mieux cette chose-là dans ce contexte, sauf que des fois ça communique, un peu comme l'effet goutte d'eau ou les ondes d'un séisme si on veut. Ça vient ricocher entre guillemets ou s'expandre en fait. Parce que apprendre à réguler ses émotions sur un contexte donné, c'est transposable. Une fois qu'on sait le faire, que notre cerveau comprend en fait qu'il est capable de le faire dans une situation, pourquoi il serait pas capable de le faire dans d'autres situations où il en a besoin et où ça le met à l'aise et où c'est agréable pour lui. Après peuvent venir d'autres mécanismes d'auto-sabotage, etc. Le problème du passage à l'examen oral peut être intriqué avec d'autres choses qui font que, particulièrement dans ce contexte-là, il faut à tout prix échouer parce que ça vient valider une croyance limitante héritée d'avant. Enfin, ça peut être plus complexe. Je suis pas en train de dire que ça fonctionne toujours. Mais en tout cas, ça peut être le genre de moment où en fait on se dit ma séance elle a rien donné et c'est la séance d'après ou une séance encore après qui va engendrer le changement. Ça peut être aussi un élément de la vie, un épisode de sa vie qui nous apprend à réagir de manière moins impulsive. Ça peut être ailleurs que dans une séance d'hypnose. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle peut faire un sport qui nécessite de se réguler émotionnellement pour ne pas agir de manière impulsive. Je pense aux arts martiaux, où il doit y avoir plein d'autres sports en fait, où il faut muscler cette compétence-là en fait, pour s'améliorer. La personne apprend à le faire pour le sport, elle pense que c'est que pour le sport qu'elle le fait, et il se trouve qu'en fait, ça se met ailleurs. C'est pas forcément l'hypnose, mais en tout cas, on a déjà commencé à amorcer la chose dans une séance d'hypnose sur la confiance en soi à un endroit ultérieur dans la vie. Et ça réagit et ça résonne en fait. Donc ça peut être un autre cas où l'hypnose, en apparence, n'est pas efficace et a un effet à retardement en fait. Et puis j'en ai parlé un petit peu avant, dans mon exemple précédent, mais quand on a des mécanismes d'auto-sabotage, notamment liés à des croyances limitantes, on va avoir tendance, inconsciemment, à invalider en fait la séance. C'est-à-dire que là, j'en ai cité une tout à l'heure, dans l'exemple d'avant. On avait ce cas de la personne qui n'arrive pas en condition d'examen à l'oral, perd ses moyens, etc. Si cette personne, plus tôt dans son enfance, s'est retrouvée dans un contexte où elle devait, par exemple, réciter une poésie, ça se passe pas très bien. Il se trouve qu'elle n'avait pas bien appris sa poésie. Elle n'avait pas eu le temps, ou elle avait un environnement stressant à la maison qui fait qu'elle n'avait pas pu en fait, apprendre sa poésie, par exemple. Elle se retrouve devant toute la classe à devoir réciter sa poésie. Elle n'y arrive pas. Le prof lui fait remarquer. Le prof, en gros, lui dit qu'il ou elle n'a pas assez travaillé. Toute la classe est un peu malaisée parce que, en effet, il renvoie à la personne qui est en train de dire sa poésie que ils se font un peu chier, en fait, quoi, clairement. Et qu'ils sont un peu gênés pour la personne qui passe devant tout le monde, quoi. Et la personne, l'émotion est forte, parce qu'il y a un effet de groupe, il y a un effet un peu... le professeur, il n'est pas content, on ne se sent pas capable, on se sent invalidé par la communauté qui va en fait renvoyer que, oui, visiblement, voilà, c'est pas terrible, quoi. Tout ça va créer un précédent, c'est-à-dire que la personne, comme l'émotion est forte, elle va en tirer une conclusion pour se protéger. Donc c'est là où c'est tricky et c'est un effet un peu pervers, c'est-à-dire que la croyance qui va ressortir de cet événement, la potentielle croyance, parce qu'on est tous différents, qui va ressortir de ça, ça peut être je suis pas douée pour faire des choses à l'oral, évite à tout prix ce genre de situation dans le futur, écourte le plus possible ces situations dans le futur.
car ça crée du gros malaise, ça me fait me sentir humiliée ou je sais pas ce qu'on peut nommer derrière. Et surtout, je ne veux pas être dans cet état de stress dans le futur, donc écoute au maximum. Il peut y avoir aussi dans le narratif de cette personne qu'elle a commencé à lire sa poésie, elle a bugué, elle a commencé à perdre ses moyens, elle a commencé à plus trouver ses mots, elle s'est posée et le prof a interrompu tout de suite en se disant « j'ai pas de temps à perdre, je vois que t'as pas appris ta poésie, je te laisse pas continuer de chercher tes mots, je te donne pas de seconde chance, je te fais stresser encore plus » et donc la personne elle va tout bloquer, y a rien qui va passer. Alors que si ça se trouve le prof aurait été dans l'attente, calme, posé, en disant « ok, je vois que cet enfant-là a des difficultés à sortir son truc, mais je vais lui laisser l'espace, on sait jamais, peut-être que ça va revenir ». Peut-être que là, l'enfant aurait pu continuer de dérouler son truc, et qu'étant moins stressé, il aurait retrouvé, en fait, peut-être, la poésie en question. Et donc, il se trouve que dans ce scénario que je viens d'inventer, l'enfant, il comprend que plus vite c'est fini, mieux c'est. Il a perdu ses moyens, on lui a dit « ça suffit, je vois que t'as pas appris ». Il a pu s'échapper de cette situation gênante le plus rapidement possible. Ce qui peut se répéter, c'est dès que le stress se présente, je n'ai pas les moyens, donc je n'ai pas les moyens, on me le fait remarquer, on est courte, et moi je peux m'en aller. Et je peux m'extirper de cette situation qui me fait pas du bien. La croyance limitante, ça va être je ne suis pas bon à l'oral, comme ça c'est réglé. Si je suis pas bon à l'oral, ah bah je suis pas bon à l'oral. Donc je vais démontrer que je suis pas bon à l'oral. Par exemple. Là on est face à une croyance. Et cette croyance peut venir dans le travail, en hypnose, complètement saboter la séance. Alors, avec un peu de chance et avec un peu de... quand je dis chance, c'est pas de la chance en fait. Hein. Si on se sent en confiance avec son thérapeute, très probablement, cet événement-là va venir dans la séance, va se présenter. Très probablement, l'émotion associée à cet événement-là va remonter pour pouvoir s'exprimer complètement en fait. Mais parfois, si on prend le travail sur un angle peut-être un peu trop mental plutôt qu'émotionnel, qu'on n'est pas au cœur de ce qui se joue, pour X raisons, hein, bah, la personne elle va pouvoir continuer de déjouer le truc pour confirmer une croyance qui en fait a été construite pour maintenir la personne dans un état sécurisé. Les croyances limitantes, en fait, c'est très chiant, parce que ça nous limite, mais elles ont une raison d'être, c'est-à-dire qu'elles sont apparues à un endroit où on a eu très mal, entre guillemets, on s'est retrouvé avec des émotions très déplaisantes. On n'a pas eu la solution pour pouvoir traverser cette émotion déplaisante d'une manière pleine, c'est-à-dire que l'émotion passe, hop, elle a un pic, elle redescend, et personne ne s'en sort blessé. Et donc on construit une croyance pour s'éviter en fait ces contextes-là. Le problème, c'est quand ces croyances-là ne sont plus adaptées à ce que veut la personne dans son présent, ne sont plus adaptées à ce qu'elle a construit dans sa personnalité, dans sa façon d'être, dans ses expériences qui prouvent qu'en fait, elle n'est pas sa croyance. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, t'aura ouvert des prises de conscience peut-être, des questionnements, des désaccords peut-être aussi, des expériences vécues, tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, vraiment, ça m'est très utile si tu peux partager aussi en commentaire ce que tu as vécu, parce que moi, ça me permet de construire un contenu qui est plus ajusté en fait à ce que je reçois, en fait, à ce que les gens me renvoient. Et parce que j'ai toujours autant cette curiosité de découvrir les vécus des uns des autres et de voir aussi les similarités qu'on a tous en fait dans ces vécus-là, les différences aussi. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.